Alors, c'est une espèce méditerranéenne patrimoniale. C'est une espèce qui a un intérêt cynégétique majeur. C'est de plus une espèce clé de voûte, donc d'intérêt écologique majeur, qui contribue à la restitution des équilibres écologiques, d'où l'intérêt donc de la sauver, et donc on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver l'espèce. Et vous partez avec Michel? Eh oui. Ah bon, alors vous pouvez toutes les faire là, celle-là. Il faut lâcher entre 60 et 70 oiseaux en été pour espérer, sans chasse, fixer un couple au printemps suivant. Emino, tu es une jolie fille, toi. Nous avons éduqué une partie des lots destinés à la reconstitution de population à la peur des prédateurs et de l'homme. Quand tu chasses ces oiseaux-là, tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris un comportement d'oiseaux sauvages et on ne comprend pas pourquoi ils résistent aussi peu aux prédateurs. On peut supposer que c'est un renard. La prédation, c'est en gros 60 à 70%. Mais je serais tenté de dire que le facteur clé pour l'avenir de l'espèce, c'est la mortalité pendant la période de reproduction, alors que nous avons affaire à une espèce qui potentiellement peut nous donner de 10 jeunes par adulte. La vigne, c'est le meilleur pour la perdrix? Il faut un biotope varié, mais avec une alternance assez rapide entre des milieux comme la vigne, des céréales, des chaumes, des petits cerfs, des zones incultes, disons, mais incultes mais propres. La perdrix a beaucoup régressé chez vous? Au début où je chassais, non, il n'y en avait plus. C'était dans les années 84-85, elle avait complètement disparu. Donc il y en a plutôt plus maintenant qu'à l'époque. Mais entre les deux périodes, on avait réussi à remonter une population à un niveau très satisfaisant. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Et même si on essaye de renforcer les populations maintenant, on n'arrive pas à maintenir un niveau de population. On n'arrive pas à récupérer la population qu'on avait il y a 10 ans. Il n'y a pas de reproduction, c'est le premier problème. Enfin, il y a la reproduction, mais même la reproduction qui est constatée très rapidement, il doit y avoir une prédation très forte parce que très vite les compagnies passent de 10-12 à 8, puis 5, puis 4, puis 2, puis 1, puis souvent 0 en fin d'été. Et c'est lié aussi au fait qu'avant, quand on renforçait les populations avec des oiseaux d'élevage, donc on arrivait à implanter 80% des oiseaux sur le territoire. Et aujourd'hui, quand on en implante 30%, c'est vraiment le bout du monde. C'est qu'on a réussi quand de ces 30%. Et bon, ça fait deux obstacles majeurs au retour de la perdrix chez nous. Le problème de chasser dans les vignes, c'est qu'il y a des fils de fer, donc on ne peut pas croiser les rangées. On perd un chien, on ne voit pas l'action en fait. Les vignes, c'est devenu des milieux très fermés parce que si le chien n'est pas dans notre rangée, on ne voit rien, on l'entend plus. Donc c'est pour ça qu'on met des cloches, pour essayer de repérer où se passe l'action de chasse. Alors parfois c'est des fausses alertes, parfois c'est des vrais. Et souvent on est surpris parce que le gibier part alors qu'on n'avait même pas détecté que le chien était à l'arrêt. Très bel oiseau. Alors oui, alors il a à la fois une bague numérotée, IM 815, donc c'est un lâché de cette année. Donc c'est un oiseau témoin. Un qui n'a pas été éduqué à la peur de l'homme et des prédateurs. La perdrix rouge, aujourd'hui, c'est une espèce qui est considérée toujours comme commune ou plutôt en déclin. Elle est dans quel état de conservation? Alors, elle est actuellement, d'après les derniers résultats européens,
considérée comme en récupération, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est en bon état de conservation. Elle a connu un fort déclin entre les années 90-2000 et grâce à des mesures d'aménagement des milieux, de gestion des populations. Je rajouterai aussi que les tendances climatiques au réchauffement font que l'avenir devrait lui être un peu plus favorable. Mais toutes les tendances actuelles sur la totalité de son aire de répartition, qui au nord est le sud de l'Angleterre, à l'est l'Italie, à l'ouest le Portugal et au sud le sud de la péninsule ibérique, on ne peut pas parler d'état de conservation favorable, on peut dire, dans l'état actuel des connaissances, elle récupère un petit peu un meilleur état de conservation, mais force est de constater aussi qu'on a encore du chemin à parcourir, car il s'agit d'une espèce très prolifique, en théorie. Je me levais le matin, t'entendais chanter partout dans la salle. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Un problème sans doute de souche. L'impression qu'on est chasseurs sur le terrain, c'est pas du tout l'impression d'une reconstitution de population. Ils ont au contraire l'impression que d'une année sur l'autre, ça donne mal en pis. Alors oui, tout à fait. Donc au cours des 5 dernières années, on a pu constater que les opérations de repeuplement doivent être un peu considérées comme des roues de secours crevées, c'est-à-dire, en l'état actuel de nos connaissances, même en suspendant la chasse, il est très difficile de reconstituer une population. C'est la raison pour laquelle on a essayé donc d'autres pistes au point de vue période de repeuplement et de lâcher. Et depuis 5 ans, on constate des mauvais taux, donc des mauvais succès de reproduction. Or, c'est une espèce qui investit dans la reproduction et donc qui a du mal à se développer du fait, justement, de cette reproduction très limitée depuis 4-5 ans, malgré les conditions météorologiques plutôt favorables au sud de la France. Ce que disent les chasseurs sur les territoires, les chasseurs gestionnaires, qui essayent d'avoir de l'information sur la population de perdrix, c'est qu'ils n'ont plus de reproduction, mais plus du tout. Enfin, c'est le constat qui est partagé par tout le monde, de Nice à Perpignan. Tout à fait. Alors, il y a évidemment, là je parle de la moyenne, c'est-à-dire entre plus de reproduction et une bonne à moyenne reproduction. Bon, il y a les intermédiaires, il y a vraiment un problème de reproduction de cette espèce, qui, rappelons-le, est une espèce qui niche au sol, qui a des contraintes biologiques auxquelles elle ne peut pas déroger, c'est-à-dire que l'incubation dure 24 jours, et pour une espèce qui niche au sol et qui incube pendant 24 jours, effectivement, il peut y avoir de gros problèmes, notamment de prédation. À titre de comparaison, si on se penche sur une espèce voisine, qui est la perdrix grise, donc qui a une répartition plus au nord que la perdrix rouge, cette espèce-là, la perdrix grise, a bénéficié de beaucoup plus de recherches et de travaux que la perdrix rouge, ce qui est normal. Son aire de répartition est beaucoup plus vaste. Elle est soumise à des contraintes agricoles puisque c'est une espèce qui vit en zone d'agriculture intensive. Je parle de la perdrix grise de plaine, bien évidemment. Force est de constater que, par exemple, le programme Pégase, qui a été donc managé pour l'Office national de la chasse avec l'aide et le financement des fédérations et de la Fédération nationale, montre que, en termes de reproduction, c'est une catastrophe concernant la perdrix grise. 75% de pertes ou d'individus qui ne se reproduisent pas. Alors certes, des contraintes agricoles avec une mécanisation intensive, et donc il était normal de compenser cette carence pour la perdrix rouge par le programme donc IMPCF, qui a démarré en 2014 et qui a pour objectif à la fois d'essayer de comprendre pour quelles raisons la reproduction de cette espèce n'est pas très bonne, tout au moins n'est pas à la hauteur de ses potentialités, et deuxièmement, trouver des solutions pratiques pour reconstituer les populations, car il est grand temps de le faire. Dis-moi, il y en a combien? 10 par caisse? 10 par caisse. Bon, il n'y en a que 80 là. Non, je vais chercher... Mais voilà, il y en a encore deux, tu veux trouver même ou bien? Non, c'est bon. Ça va. Alors effectivement, à la vue des résultats du programme Pégase sur la perdrix grise, on s'est dit dans le sud, pour la perdrix rouge, il est probable qu'il en soit de même, d'où donc l'intérêt de se pencher sur les facteurs limitant la reproduction de cette espèce, et aussi identifier les facteurs donc, de mortalité, ces facteurs limitants, qui sont en grande partie liés au fait que c'est une espèce qui niche au sol. Alors ce programme de recherche s'intitule Perdrix rouge, prédation, habitat. Il a été programmé pour 3 ans. Il est réalisé sur 2
territoire, l'un chassé, l'autre non chassé, qui représentent les 3 grands types de milieux que l'on trouve dans l'aire de répartition de l'espèce, garrigue, zone cultivée méditerranéenne et grand cosse. À l'issue des 3 ans, on aura suivi 500 perdrix équipés d'émetteurs. Ce programme a été financé par la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération régionale des chasseurs de PACA et les 17 fédérations départementales de chasseurs adhérentes à l'IMPCF. Avec comme objectif, d'une part, de mettre au point des méthodes qui amélioreraient la survie des oiseaux destinés au renforcement de population et au repeuplement, et deuxièmement, à la fois pour les oiseaux qui ont survécu et pour ceux qui sont autochtones naturels sur le territoire, étudier précisément les facteurs limitant leur reproduction. Actuellement, ces travaux portent sur plus de 230 oiseaux équipés d'émetteurs. La date, origine éduquée, Alors aujourd'hui on va équiper des perdreaux avec des émetteurs pour pouvoir ensuite les localiser une fois qu'ils seront relâchés sur le terrain. Donc les perdreaux qu'on va équiper aujourd'hui, on va prendre différentes mesures dessus, on va bien sûr prendre leur poids. 375. On va également faire des prélèvements ADN, notamment pour pouvoir les sexer, mais pas seulement. On va également mesurer la longueur de l'aile pliée pour avoir une idée de leur taille. Le poids ne suffit pas, puisque suivant qu'ils sont plus ou moins gras, le poids peut varier sans pour autant que le gabarit entre guillemets du perdreau puisse varier. Donc on va prendre toutes ces informations sur les perdreaux. On aura 2 lots de perdreaux, un lot de perdreaux qui ont été éduqués. Alors on dit éduqués, c'est-à-dire qu'ils ont été dans des conditions d'élevage particulières, qui sont censés essayer de leur inculquer la peur de l'homme et la peur des prédateurs, de façon à ce qu'ils aient ensuite, on espère, une meilleure survie lorsqu'ils sont relâchés en nature. On aura un deuxième lot de perdreaux témoins qui sont élevés dans des conditions classiques d'élevage. Et donc on va ensuite lâcher ces 2 lots de perdreaux sur le terrain. Tous ces lots seront équipés de colliers émetteurs de façon à pouvoir les repérer sur le terrain. Et on fera ensuite un suivi et on essaiera de comparer la survie des différents lots. Donc on essaiera de voir si les perdreaux qui ont été éduqués pendant leurs conditions d'élevage ont une meilleure survie par rapport à ceux qui ont été élevés de façon traditionnelle. On pourra également aussi suivre la dispersion et observer notamment la dimension de leur domaine vital. L'homme qui chuchote à l'oreille des perdreaux. Ah, alors, si tu savais ce que je leur ai raconté depuis 1979. Mino, Oh bon. tu es une jolie fille, toi. On est aujourd'hui dans l'Aveyron, on sera demain et après-demain ensuite dans le Gard, donc on va travailler sur 2 départements. On va travailler en fait sur 3 milieux différents au cours de ce programme de recherche. Ici, on est sur des cosses représentatives de tous les cosses du Larzac, donc qui couvrent des superficies très importantes. On sera ensuite dans le Gard, dans des milieux différents. Un milieu qui est de la plaine viticole classique et ensuite un milieu de garrigue, garrigue à chêne vert qui, là en l'occurrence, est pâturé par des taureaux, donc qui reste une garrigue relativement ouverte, comme on pouvait en connaître finalement il y a 30 ou 40 ans, lorsque les conditions d'élevage faisaient qu'on avait du pâturage relativement intensif. Numéro d'émetteur 50. Ils font quel poids ces émetteurs? 5 grammes. 148 014. Alors ces perdreaux vont être suivis par télémétrie, on va essayer de faire un suivi quotidien, donc tous les jours, et ils vont être suivis, la durée en fait ça va être la durée des émetteurs qui va déterminer. Normalement ils sont prévus par le constructeur pour une durée de 9 mois minimum, ce qui nous permettra d'ailleurs de pouvoir faire un suivi jusqu'au début de la saison de reproduction l'année prochaine sur des perdreaux qu'on aura déjà lâchés cet été. En toute logique, on a commencé par, grâce à des captures sur le terrain, à équiper des oiseaux d'émetteurs issus soit des repeuplements intérieurs, soit des oiseaux sauvages, et les suivre pendant la période de reproduction pour identifier les facteurs limitant leur reproduction. Force est de constater, avec les résultats obtenus, c'est-à-dire moins de 20% des oiseaux qui participent à la reproduction, des facteurs de mortalité dus à la prédation, à la fois pendant la nidification, y compris même pendant l'élevage des jeunes, y compris sur les adultes. Nous avons ensuite développé un programme qui est destiné à améliorer la survie des oiseaux destinés à la reconstitution des populations. Car il est bien évident que lorsqu'une espèce a une reproduction relativement faible, il faut rapidement s'inquiéter de reconstituer ces populations
pour qu'elle puisse se développer et retrouver son état initial. Alors, sur ce suivi de reproduction, on a déjà suivi une centaine d'oiseaux équipés d'émetteurs. Nos résultats de terrain ont montré que chez les oiseaux ayant survécu depuis la date du lâcher, donc les oiseaux issus d'élevage, seuls 20% participent à la reproduction. Chez les oiseaux sauvages, autochtones, ce taux est meilleur, mais il est aux environs de 40%. Et pour ce qui est du deuxième chapitre, c'est-à-dire améliorer les méthodes de reconstitution de population, là, on a marqué plus de 200 oiseaux. Alors, j'en viens à ces méthodes que l'on souhaite nouvelles de reconstitution de population. Nous avons pratiqué, notamment dans un élevage qui déjà avait évité d'imprégner ces oiseaux par la présence humaine, nous avons éduqué une partie des lots destinés à la reconstitution de population, nous avons éduqué une partie à la peur des prédateurs et de l'homme, grâce à des passages de cris préenregistrés de rapaces, puis à l'intervention avec donc des fauconniers à l'intérieur des volières. Et ensuite, nous avons équipé d'émetteurs, à la fois le lot éduqué et le lot témoin, non éduqué, lâchés sur les mêmes secteurs sur les 3 milieux dont je viens de parler, et nous avons analysé donc au jour le jour leur survie, et les résultats montrent que, au moins pour la première et deuxième année, on a 3 semaines après le lâcher un avantage pour les oiseaux éduqués. Alors, j'en reviens un peu sur l'éducation. Pour des raisons économiques et des raisons pratiques, l'élevage, quel qu'il soit, en Europe, de la perdrix mais d'autres espèces, a supprimé la présence des parents. Or, on sait que dans la nature, pour de nombreuses espèces, y compris pour l'espèce humaine, l'éducation passe par les parents. Et nous avons essayé de recréer, c'est-à-dire en fait toute l'information négative ou positive sur l'environnement est transmise par les parents, c'est ce qu'on appelle l'éducation, c'est ce qu'on appelle la dépendance, les phases de dépendance, c'est-à-dire que les jeunes sont dépendants des parents pour découvrir leur environnement. Donc, ce que vous soupçonniez, c'est que les jeunes oiseaux nés en captivité, par exemple, risquaient de ne pas prêter attention aux rapaces. Par exemple. Ou pas attention aux prédateurs. Ou avoir des comportements qui sont en décalage, c'est-à-dire retardés par rapport à la vigilance, à la fuite. Ce qui aurait pu expliquer l'inefficacité des lâchers de perdrix d'élevage, c'est ça? Exactement. Ce qui pourrait expliquer en grande partie l'échec des opérations de reconstitution de population, tout simplement parce que ces comportements de vigilance, de fuite, sont en grande partie transmis par les parents qui, perdrix bien sûr, qui justement ont été supprimés dans les méthodes modernes d'élevage. Alors ça, c'est une vidéo qui illustre notre méthode d'éducation des poussins de perdrix rouge, notamment le conditionnement à la peur des rapaces. Alors à ce stade-là, on ne fait que passer un cri de rapace, et les deux écrans côte à côte montrent qu'à gauche, nous avons là une poussinière avec des poussins même un peu plus âgés, de 2 à 3 semaines que ceux de droite. À gauche comme à droite, ils vont entendre les cris du rapace, et la différence entre les deux est qu'à gauche, il n'y a pas d'adulte avec les poussins, il n'y a pas de tuteur, et qu'à droite, il y a des tuteurs qui vont communiquer aux poussins la peur des rapaces, tout comme en nature, les parents communiquent l'information à leurs poussins. Et c'est ainsi donc que on va lancer cette vidéo. Voilà. Donc, on va bientôt entendre le cri du rapace. Chacun va à ses occupations. On peut observer les adultes d'ailleurs. Premier cri. Alors à droite, on voit la réaction
Alors, immédiate chez certains, différée chez d'autres. On continue à passer des cris de rapace. Ces poussins-là peuvent entendre les cris de rapace, mais ils ont, comme vous l'observez, aucune réaction. À droite, ce qui est important de noter est que les réactions ont été différentes selon les individus. On observe des individus qui immédiatement se mettent à l'abri et d'autres qui sont très en retard, comme on le voit d'ailleurs sur la vidéo. Il y en a un qui est prostré, plaqué au sol, en plein milieu de la poussinière. D'autres sont agglutinés autour de cette mangeoire et la plupart sont autour des adultes appelés tuteurs. Donc c'était des adultes qui avaient déjà été confrontés à des attaques de rapaces, un peu comme les parents le sont en pleine nature. Alors aujourd'hui, on est là pour compléter l'éducation de perdreaux d'élevage. Maintenant qu'ils sont passés dans les grandes volières, on est passé à un second stade où on fait intervenir directement des rapaces dans les volières. Donc le but du jeu, c'est pas de les attraper, mais c'est simplement d'effaroucher les perdreaux pour leur apprendre vraiment à avoir peur de ces rapaces dont ils ont entendu les cris quand ils étaient en poussinière. On complète également avec l'intervention de chiens puisqu'on travaille à deux niveaux, la peur des prédateurs terrestres et la peur des rapaces, donc des prédateurs ailés. Donc pour les prédateurs terrestres, on a fait intervenir un chien qu'on a promené aussi en laisse pour effaroucher les perdreaux dans les volières. Et maintenant, on est avec des rapaces. Donc aujourd'hui, on va lâcher des rapaces dans les volières qui sont protégés pour pas qu'ils puissent prendre les perdreaux. Mais ils vont quand même pouvoir les effaroucher. Là-bas. On voit bien la différence de comportement. Regarde la volière d'à côté, ils s'envolent tous. Et nous, dans notre volière, il y en a 5 ou 6 qui viennent de voler et c'est tout. Donc là, on a vraiment une différence de comportement qu'on a pu avoir là en direct qui est vraiment flagrante. Voilà, là on a vu le comportement de ces oiseaux qui sont éduqués. Ils étaient tous tapés dans la végétation, on n'en voyait aucun. Dès qu'il y a eu l'attaque du rapace, à ce moment-là, ils sont partis. Le rapace a lancé son attaque et maintenant on voit que les oiseaux ont compris qu'il y avait un réel danger. Et là, ils ont pris la décision de fuir alors que jusqu'à présent, ils avaient pris la décision de rester discrets et de piéter doucement devant nous. Vous voyez, on avait l'impression qu'il n'y avait quasiment aucun perdreau. Alors que là, on en a entre 50 et 100 qui viennent de partir en quelques secondes. On n'en avait pas vu un jusqu'à présent. Il y a une belle poursuite. Il a émis un cri d'alerte énorme pour les autres individus. Donc si tu veux, là c'est tout gagné, quoi. Les autres ont bien compris qu'ils se faisaient attaquer par un prédateur. On dirait presque du sauvage. Toi, ils se cachent vraiment dans les buissons, dans les herbes. On les voit pas. Ils démarrent à 1 mètre de nous. Et c'est du jamais vu, ouais, c'est du jamais vu. Et ça veut dire qu'on a vraiment affaire à des perdrix presque sauvages, quoi, hein, qui ont très bien compris qu'il fallait vraiment se cacher des prédateurs, quoi. Donc vous allez pouvoir comparer les taux de survie d'oiseaux sauvages, parce que vous avez équipé des oiseaux sauvages, comparer à des oiseaux d'élevage éduqués, comparer à des oiseaux d'élevage non éduqués, c'est ça? Oui, alors on a des oiseaux sauvages qui ont été capturés au printemps, en fin d'hiver, début de printemps. Ceux-là, on les suit déjà donc, depuis fin février, début mars cette année. Et là maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va lâcher 2 lots d'oiseaux supplémentaires qui seront équipés, les oiseaux éduqués qui sont de cette volière, et des oiseaux aussi qu'on appelle des témoins, donc qui ont été élevés dans des conditions traditionnelles. Et donc on pourra comme ça comparer les taux de survie des éduqués et des témoins, et on aura également aussi une référence avec les sauvages qui sont encore marqués sur le territoire. Là, Jean-Claude, on est sur le terrain, on n'est pas dans la recherche fondamentale. Exactement, voilà. C'est un excellent exemple de recherche appliquée, recherche-action, pour répondre à des questions concrètes, précises.
Donc chaque oiseau équipier est équipé d'un émetteur. Lors du marquage, on les a pesés, on a mesuré l'aile pilier pour avoir un indice de condition. On a fait un prélèvement de tissu pour connaître la carte d'identité génétique et donc analyser l'ADN. On a posé 2 bagues, une bague de couleur et une bague métallique numérotée. Et donc chaque individu est donc suivi, chaque fréquence permet d'identifier chaque individu. Et le matériel de réception ici, composé d'un récepteur et d'une antenne directionnelle, permet de localiser en prenant plusieurs directions et donc en procédant à ce qu'on appelle une triangulation, de localiser précisément chaque individu, et ce, chaque jour depuis qu'ils ont été lâchés. Ouais, il y en a un qui est là. Il est pas très loin, je vais aller voir si je le vois. On va les trianguler par le chemin. Combien de perdreaux vous avez lâchés sur ce territoire? Alors sur ce territoire, il y a 60 perdreaux qui ont été lâchés, qui sont équipés. Ce territoire est divisé en 2 parties, une partie de plaine et une partie de garrigue. On a 30 perdreaux sur chaque partie, 30 perdreaux en plaine et 30 perdreaux en garrigue. Sachant que sur ces 30 perdreaux, on a bien sûr de l'eau, un lot de perdreaux qui sont éduqués, qui ont été éduqués à la peur du prédateur, et également un lot qu'on appelle des témoins, donc qui eux ont été élevés dans des conditions classiques d'élevage de gibier de lâcher. On va vérifier les taux de survie, mais également la dispersion ainsi que le domaine vital. Donc ce qu'on veut voir, c'est si on obtient une différence entre le lot de perdreaux qui ont été éduqués et le lot de perdreaux qui sont dits perdreaux témoins. Dans l'idéal, bien évidemment, on espérerait avoir un meilleur taux de survie de la part du lot de perdreaux éduqués. Ça, ce sont les résultats qui nous le diront. Maintenant, on va pas l'embêter plus. On saura qu'il était là. Il s'est décalé, donc il est vivant. Il est plus derrière nous. Allez, on va aller localiser le plus grand maintenant. On va passer par là. Ah, tu vois, mon premier point tout à l'heure, en triangulation, à peu près dans l'axe de ces pins. D'accord. En descente. Et là, je l'ai plus vers ce pin là-bas, tu vois. Ok. Dans cette zone-là. Bon, du coup, on va monter un peu plus pour essayer de le trianguler correctement. C'est précis la localisation par télémétrie? Oui, on peut être très précis. Là, en l'occurrence, le choix qu'on a fait, c'est de localiser les perdreaux sur un quadrillage qu'on a reporté sur des cartes. Ce quadrillage, ce sont des carrés qui font 50 mètres de côté. Donc on est sur une superficie, on localise les perdreaux sur une superficie d'1/4 d'hectare, tout en restant à distance. Là, le perdreau qu'on est en train de localiser, il doit être à une petite centaine de nous. Donc on arrive à être suffisamment loin pour ne pas le déranger, on ne va pas induire de fuite ou de choses comme ça. Et par contre, on arrive quand même à le localiser très précisément. Donc là, on vient de le faire sur le terrain. On va maintenant aller à la voiture, là où on a les cartes, et on va reporter la localisation de ce carreau directement sur les cartes papier. Voilà. Alors, on a la citerne, on s'est garé là, on est descendu. Le 33, il était là. BLF 291. Voilà. L'heure. 9h moins quart. Association, on n'a pas vu. Nombre, on n'a pas vu. Il était seul. Induite, on n'a pas vu. Véhicule, on ne sait pas la distance de fuite. Le second, le 38 Hz. Fréquence en MHz. 149 17 68. Alors là, en fait, on est en train de localiser un perdreau, et sur les émetteurs des perdreaux, il y a des capteurs d'activité, donc qui nous permettent de savoir si le perdreau est en activité ou pas. Celui-ci, ça fait un bon moment qu'on l'écoute et on n'entend pas de signe d'activité d'après ce qu'on reçoit de l'émetteur. Donc là, on est en train de chercher le perdreau, on va essayer d'aller au contact, quitte à le déranger, parce qu'on a une suspicion de le retrouver mort. Et bien sûr, après, si on le retrouve mort, eh bien, on essaiera d'identifier le plus possible les causes de la mort.
Si c'est un prédateur, on essaiera d'identifier le prédateur, donc on regardera tous les signes de prédation qu'on peut trouver autour. Est-ce qu'on va retrouver le cadavre ou pas? Dans quel état sera le cadavre si on le retrouve? Pour essayer d'identifier au maximum les causes de prédation. Je sais pas s'il a bougé. Il est derrière ce petit cadre en face de nous en plein milieu. Bon, vu au contact, il est vivant. Changement de capteur d'activité aussi. Donc on comprend bien comment certaines pratiques d'élevage ont pu faire disparaître progressivement chez les oiseaux nés en captivité la plupart des réflexes élémentaires de survie. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2016, sur nos territoires, le succès reproducteur de la perdrix soit fortement baissier, voire en berne, y compris pour les perdrix sauvages. Dans les années 70-80 en France, la perdrix choucard, qui a plutôt une répartition asiatique, a été utilisée dans les élevages et donc a donné lieu à des hybrides. Bien. À quelle fin? Ça servait à quoi? Alors l'objectif c'était à l'époque d'accroître la productivité des oiseaux en élevage et aussi la perdrix choucard est une espèce qui s'élève beaucoup mieux que la perdrix rouge. Donc toujours pareil, intérêt économique, facilité. Et ces oiseaux ont fortement pollué, pas uniquement la France, l'Espagne aussi, le Portugal, l'Italie. L'hybridation en élevage par les éleveurs de la perdrix rouge européenne, la nôtre, Alectoris rufa, avec des oiseaux indo-européens, Alectoris choucard, quel problème ça pouvait poser finalement? Alors, notre position a été une position patrimoniale, c'est-à-dire que la nature, depuis plusieurs centaines de milliers d'années, a séparé les lignées, choucard, rouge, Barbara, Alectoris gambra de l'Europe, et donc il y avait bien une raison à cela, et notamment depuis le temps une occupation de niche écologique, c'est-à-dire la niche écologique, c'est-à-dire l'environnement optimal de la perdrix choucard n'est pas du tout celui de la perdrix rouge ou de la perdrix bartavel, qui est la quatrième cousine à pattes rouges. Donc notre position est patrimoniale, c'est-à-dire que d'abord on a souhaité améliorer cette pureté génétique. Mais outre l'effet patrimonial, est-ce que vous soupçonniez, comme le soupçonnent aujourd'hui les chasseurs, que l'hybridation rufa-choucard pouvait avoir créé des comportements déficients en matière de reproduction ou un effet dépressif sur la reproduction? Est-ce que c'était un soupçon que vous aviez, ça? Alors, on avait plus que des soupçons, puisqu'il y a une étude dans les années 90 du Game Conservancy en Angleterre qui avait quand même démontré que ces hybrides-là étaient moins productifs. Donc ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ceci s'est accompagné de travaux espagnols beaucoup plus récents qui ont montré que, en nature, ces hybrides-là ont certes une productivité plus grande, mais à la sortie sont plus sensibles à la prédation, donc ont un succès de reproduction inférieur aux vrais perdrix sauvages. C'est-à-dire qu'à terme, on a diminué le potentiel de reproduction de l'espèce. Et je rajouterai, mais ceci n'est pas dû uniquement à l'hybridation, c'est aussi dû aux conditions d'élevage, c'est-à-dire que l'affranchissement des dangers pendant la phase de construction des comportements, c'est-à-dire du stade poussin jusqu'au stage 14-15 semaines, au stade 14-15 semaines, cette protection dans les élevages fait aussi que certains comportements indispensables à la survie ont très souvent disparu. Sous les effets combinés d'une génétique déficiente et de conditions d'élevage qui ne mettent pas ces oiseaux
comme c'est le cas dans la nature, en permanence en contact avec les dangers. Donc, on ne sait même pas aujourd'hui si le vrai problème de la perdrix rouge, c'est d'avoir été métissé avec des perdrix rouges, avec des perdrix, des cousines venues d'ailleurs, ou si c'est d'avoir été métissé tout simplement avec des oiseaux d'élevage. Les deux facteurs ne sont pas favorisants. Donc en fait, il y a, à mon avis, eu une synergie en plus entre les deux. C'est-à-dire donc des effets négatifs s'additionnant, faisant que nous sommes confrontés à un déclin des populations. Évidemment, c'était une solution du pire, c'était la solution du pire. Puisque les effectifs ayant tellement diminué que la chasse n'était plus possible. Bien. Mais comme toujours, il est préférable d'identifier les causes avant d'essayer de compenser les effets. Juste une précision, on a lâché beaucoup d'oiseaux. Énormément. On estime à 2 millions d'individus lâchés chaque année en France. On a lâché 2 millions de perdrix rouges d'élevage. Chaque année. En France chaque année, depuis quand? Année. Depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'on n'a pas un peu joué aux apprentis sorciers? Mais comme d'habitude, quand on fait des repeuplements et quand on fait des lâchers. Bon, alors, effectivement, il y a plusieurs effets négatifs. Bon. Mais on a aussi des effets positifs. Bien. Effet négatif, c'est aussi conditionner certains prédateurs à une image de recherche. C'est-à-dire qu'à un instant donné, dans l'année, on leur met à disposition pas mal de nourriture disponible et facile à capturer. Les aspects positifs, c'est que si nous n'avions pas fait cela, que se serait-il passé? On a 1 ou 2 exemples de populations isolées où on n'a pas procédé au repeuplement. La population a diminué de 80%, sans chasse, je précise. Ce qui signifie que si on n'avait pas pallié avec des lâchers de renforcement ou de reconstitution, il n'est pas impossible que dans certains cas, on en soit à un stade pire que celui actuel. On en est au 7e jour de ce programme de suivi de perdreaux équipés de colliers télémétriques. Est-ce que tu peux déjà nous dresser un premier bilan au bout d'une semaine de tests? Alors, au bout d'une semaine, le bilan est catastrophique. On en est déjà à 50% de mortalité. Vous avez perdu 50% des oiseaux équipés de colliers télémétriques? Oui. En 7 jours? En 7 jours. Cet oiseau est tout droit devant nous, là, dans cette direction. Alors il m'en reste 15 au bois et 17 en plaine. Sur 30 au bois et 30 en plaine au départ? Oui, exactement. Ça semble incroyable, 50% de mortalité en 7 jours. Oui. Et les causes de mortalité, vous avez pu les identifier? Alors oui, on a les renards parce qu'on retrouve des oiseaux enterrés. Les rapaces parce qu'on retrouve des tas de plumes en plein clair, surtout dans des terres. Et quelques collisions routières. Je crois que je le vois. Ah ouais. Je l'ai trouvé. Bah. Voilà, on a retrouvé l'oiseau. Ou ce qu'il en reste, comme on pourrait dire. Oui. Alors là, en pleine terre avec la tête coupée, un petit peu enterré, mis à l'écart, on peut supposer que c'est un renard. Il a été charrié. Il n'y a aucune présence d'attaque. L'étude à cette allure-là, avec 3 ou 4 oiseaux morts retrouvés chaque jour, oui, ça risque de tourner court. Alors là, je vais prendre quelques photos. Si des fois il faut l'analyser, si on peut trouver quelque chose qui pourrait nous dire de quoi il est mort. Et éventuellement, si on aurait pu trouver un tas de plumes, ça aurait été mieux. Et ensuite, on fera un point GPS pour le situer où il est mort et où il était au début. Pour faire le bilan, vous avez lâché il y a 7 jours 30 perdreaux censés être éduqués contre la prédation et 30 perdreaux d'élevage également, mais un lot témoin qui n'est pas censé être éduqué contre la prédation. 7 jours plus tard, 50% de mortalité. Est-ce qu'il y a une différence entre les perdreaux éduqués et les perdreaux non éduqués?
Tu n'as pas fait les comptes vraiment, J'ai mais pas vraiment fait les comptes, mais c'est équilibré. Voilà, au départ c'était plus l'un et maintenant c'est plus l'autre, donc ça s'est équilibré. Donc l'éducation à la prédation n'a pas l'air de faire ses preuves, ça n'a pas l'air flagrant. Hein. Pas pour l'instant. Après on pourra voir peut-être le comportement à la chasse, mais niveau prédation pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire. Ce qui paraît paradoxal quand même, c'est que les oiseaux éduqués semblent quand même, vis-à-vis de l'homme en tout cas, quand nous on approche, avoir un comportement quasiment d'oiseau naturel, donc un très bon comportement. Malheureusement au niveau de la prédation, on ne retrouve pas ça. À la limite, les premiers jours ils étaient même plus sensibles à la prédation que les autres. Donc là, présence de plumes. Ce que je peux constater aussi directement, c'est que l'émetteur n'est pas au niveau des plumes. Il y a trop peu de plumes pour considérer que c'est un rapace qui l'est attaqué. On ne voit pas plus de plumes derrière, donc on peut dire qu'il a été attaqué là et emporté. Et par contre, l'émetteur est plus devant nous. Voilà. Alors voilà. Voilà ce qui reste de l'antenne. Elle a été mâchonnée, non? Oui. Parce que normalement, voilà, le nœud a été collé, donc même pour baisser la ficelle, c'est impossible. Donc pour pouvoir retirer l'émetteur du perdreau, il faut obligatoirement y couper la tête. Mais un des problèmes qu'on a, c'est que la tête, eh ben, elle est nulle part. Donc cet oiseau a été attaqué, sûrement coupé la tête, l'émetteur enlevé et l'oiseau et la tête récupérés. Ils sont précis les prédateurs ici, ils coupent bien au niveau de l'émetteur. Hein. Eh ben, on le voit bien. Il y a même des émetteurs retrouvés où il y a aucune trace de plastique touché, ni même la corde là. Là on voit qu'il y a un impact là. Il y a des émetteurs, il n'y a même pas ça. Coupé net, enlevé, reposé. Tu t'attendais toi à une prédation pareille sur les perdreaux? Non. On est quand même une commune où on piège fortement, longtemps. Et malgré ce, on n'arrive pas à éliminer la cause. On tombe sur des animaux quand même aguerris et malins. Mais ça veut dire que soit l'éducation par des différents procédés n'a pas été conduite suffisamment longtemps ou assez bien, auquel cas bon, on peut être optimiste en disant bon, l'an prochain on fera mieux, mais si elle a été faite correctement cette année et que ça n'apporte pas de résultats, c'est encore plus inquiétant pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'on est confronté à un problème pour lequel on n'a aucune solution. Encore un qui ne bouge plus, qui est au même endroit, j'ai peur qu'il soit mort lui aussi. Parce que bon, je pense qu'on aurait testé d'autres élevages, c'est la même chose. Au moment où on les a lâchés, ces oiseaux, ils étaient très beaux. On avait même testé 2 âges différents, mais on a le même taux de prédation pour tous les lots. C'est souvent que vous les trouvez enterrés comme ça? Non, pas souvent, c'est assez rare, mais depuis le début, c'est quand même le 3e que je trouve. Il est encore pas complètement dur, il est mort il y a pas très longtemps. Là, il arrive encore à se plier. Là. On a un impact là. Il manque quelques plumes. Il y en a une paire là, dans le trou qu'on voit. Voilà. Enterré, ouais, c'est renard. Et le plus surprenant, c'est que pour cacher un oiseau comme ça, il leur faut pas un gros trou. Donc ça fait que bien souvent on doit passer à côté sans s'en rendre compte. Donc les gens pensent qu'ils ont de la dispersion, et si ça se trouve, c'est pas du tout de la dispersion, c'est bien de la prédation. Voilà, du moins c'est ce que l'étude peut nous démontrer ici. Nous c'est ce qu'on croyait, qu'on avait beaucoup de décantonnement. Et pour l'instant on s'aperçoit que finalement on a plus de prédation que de décantonnement.
Combien il en manque là de perdus, c'est-à-dire qui n'ont pas été retrouvés ni vivants ni morts? Alors actuellement, j'en ai un au bois depuis hier et deux en plaine. J'ai beau tourner, j'arrive pas à les retrouver. Et chaque jour, j'écarte mes recherches de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et j'arrive pas à y tomber dessus alors que je les avais. Ils avaient même l'air d'être fixés auparavant. Et il faut croire que non. Donc là, une perte de signal, on peut penser pour le coup que ça c'est du décantonnement ou de la dispersion. Mais soit du décantonnement, mais alors il faut qu'il ait décantonné, mais vraiment énormément, parce qu'on a cherché sur pratiquement 200 hectares hier. Oui. Un oiseau pour un perdreau de lâcher, c'est quand même assez important, 200 hectares. Et puis pour un oiseau de lâcher, il va pas directement à un point d'eau et tout ça, il va t'affurer un peu à droite et puis il va aller un peu à gauche. Il va pas parcourir des kilomètres en un jour, pas comme les sauvages. S'il y était, je l'aurais forcément retrouvé. Où il a été dérangé vraiment plusieurs fois dans la journée et 3 km plus loin. Ou alors il y a eu un problème avec l'émetteur et non, moi je pense on ne trouve pas. 3 problèmes d'émetteurs le même jour, c'est pas possible. C'est ça qui est étonnant. Statistiquement, c'est pas possible. Je pense plutôt que c'est des oiseaux qui ont été prédatés, mais qui ont été emportés. Alors si c'est un grand-duc et qui soit prédaté là, le grand-duc il rentre au bois, il ramène sa proie jusqu'à son nid. Donc c'est à plusieurs kilomètres de là, c'est sur des zones qu'on ne prospecte pas forcément. Ou alors c'est un renard qui a enterré, mais qui a enterré profond. Et juste, à ce moment-là, je ne sais pas si l'émetteur passe. Quand c'est juste en surface, ça passe très bien. La preuve, celui-là, il était enterré. Oui, il était enterré, mais il n'était pas profond. Il était. Voilà, donc là, je pense que ça capte bien. Maintenant, si le renard l'enferme dans une galerie assez profonde, en plus, on a remarqué que quand l'émetteur était dans un ruisseau avec 2 berges assez marquées, on a beaucoup plus de mal à localiser. Ouais. Donc s'il se trouve que la cave elle soit non seulement profonde, mais en plus dans le lit d'un ruisseau, on peut ne pas le capter peut-être. Et ça, on ne sait pas grand-chose, mais moi je pense que c'est plutôt ça, plutôt qu'un décantonnement. Donc là, au départ, vous étiez enthousiaste de participer à cette étude, mais là, c'est un peu décourageant, non? Enthousiaste, oui, décourageant aussi, mais au moins ça répond à quelques questions. Pour en revenir à notre programme de recherche, qui est donc à ses 2 tiers de réalisation, on compte sur 2016 pour affiner les résultats. Les principaux résultats concernant les causes de mortalité, elles sont dues essentiellement à la prédation, surtout par carnivores, mais 20% de cette mortalité est due aux rapaces, qui sont des espèces protégées, bien évidemment. Et la prédation, c'est en gros 60 à 70%. Bon, de la mortalité. Les collisions, c'est entre 4 et 8%. La chasse dans des zones très gérées concerne moins de 10% des effectifs avant chasse, dans des zones très bien gérées. Alors c'est lissé sur l'année, hein, c'est un lissage sur l'année. En revanche, la mortalité chez les jeunes après reproduction est aussi importante, mais je serais tenté de dire que le facteur clé pour l'avenir de l'espèce, c'est la mortalité pendant la période de reproduction. Alors, facteur de mortalité qui agit sur la destruction des pontes, y compris par le sanglier, ça y est, on l'a mis en évidence. On a eu au moins 1 à 3 nids détruits par les sangliers en zone cultivée. Deuxièmement, mortalité des adultes qui sont en cours d'incubation. Et troisièmement aussi, mortalité des jeunes et des adultes après l'éclosion. Ce qui nous conduit sur certains territoires à avoir un indice de reproduction qui permet à peine à la population de se renouveler, voire quelquefois ce n'est pas le cas, alors que nous avons affaire à une espèce qui potentiellement peut nous donner 10 jeunes par adulte si on considère que le comportement de nidification, par exemple la participation du mâle à la reproduction, peut certaines années correspondre à 50% des couples, ce qui, mathématiquement, nous donne un indice de reproduction potentiel, je dis bien théorique, de 10 jeunes par adulte. Le taux d'éclosion des nids qu'on a pu contrôler, y compris ceux issus d'oiseaux issus d'élevage, est excellent. Donc on n'a pas de problème de fertilité. On a un problème de comportement de reproduction, de choix de site de ponte et d'élaboration du nid et de ponte, et de conduite des nichés, mais nous n'avons pas de problème de fertilité
ni d'absence de fécondité. Ce qui a changé, ce sont les facteurs limitants. C'est-à-dire, en fait, dans les années 70, sur 100 œufs pondus, eh bien, il y en avait 80% qui arrivaient donc non seulement à éclosion, mais à produire des jeunes viables, voire même de 6 à 7 semaines, et que de nos jours, il n'y a plus que 20% de ces 100 œufs pondus qui arrivent à produire des jeunes. Ce qui a changé, c'est l'importance des échecs. C'est l'importance des facteurs limitants, c'est-à-dire l'importance des taux de prédation, l'importance des taux de mortalité, qui sont, de nos jours, sans commune mesure avec ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Imaginez qu'à partir de 200 oiseaux lâchés en été, 120 à 130 jours après, nous constatons scientifiquement 80% de disparition. Dit d'une autre façon, il faut lâcher entre 60 et 70 oiseaux en été pour espérer, sans chasse, fixer un couple au printemps suivant. C'est presque mission impossible. C'est quasiment mission impossible. Là, il y en a un. Ah, super. Bon, on va plus de capturer. On va voir si c'est possible. On va déjà s'en qu'il n'y a pas d'émetteur encore. C'est déjà très bien, comme ça on va pouvoir l'équiper. Un sauvage ou un marqué? Et on dirait le sauvage, il n'est pas marqué, c'est une jolie poule. Là, vous servez de parquet de rappel, c'est ça? C'est ça. Exactement, donc on a des parquets qui servent aussi de parquets de pré-lâché dans lesquels on met un oiseau qui va servir d'appelant. Contre ce parquet, on met une ou deux chatières suivant les cas pour réussir à capturer des perdreaux. Et ça nous permet de capturer plusieurs types de perdreaux. On peut capturer comme là des oiseaux qu'on appelle des oiseaux sauvages, c'est-à-dire des oiseaux qui ne sont pas marqués, donc nés sur le territoire. Et de temps en temps, on reprend des oiseaux marqués. Alors ça peut être des oiseaux qu'on avait lâchés l'été dernier et qui sont équipés de bagues, et parfois aussi des oiseaux qui sont déjà équipés d'émetteurs. Et à ce moment-là, on les relâche directement. Et dans les cas comme ici où on a capturé un oiseau qui n'a pas de bague et pas d'émetteur, on va le marquer avec une bague métallique. Et on va également lui poser un émetteur pour pouvoir le suivre maintenant. Et il va nous permettre notamment d'avoir des données sur la saison de reproduction. C'est ça, c'est un perdreau sauvage dont on va savoir s'il va reproduire, s'il va nicher ou pas. Exactement. S'il survit assez longtemps, on va le suivre après. Là c'est une poule en l'occurrence, donc on va pouvoir la suivre tout l'été avec ses jeunes si jamais elle arrive à en avoir. Celui-ci étant né sur le terrain, on a une chance d'avoir une analyse qui nous le donne assez proche de la génétique initiale. C'est possible effectivement. Après on se rend compte maintenant au niveau génétique ça devient de plus en plus difficile de dire ce qui est un oiseau sauvage et ce qui est un oiseau de lâcher, notamment parce qu'il y a eu une certaine introgression génétique avec le temps suite à des lâchers, notamment à cause de l'hybridation choucard. Donc on se rend compte que même des oiseaux qui sont capturés comme ça sur le terrain, qui sont nés sur le territoire, peuvent être porteurs d'allèle choucard. Oui, c'est une opération qui va finalement durer quelques minutes tout au plus avant qu'on puisse relâcher l'oiseau. Bien évidemment, on le relâche à l'endroit même où on l'a capturé. Donc il va tout de suite retrouver son domaine vital, le secteur qu'il connaît et le secteur sur lequel il a l'habitude de vivre. Simplement maintenant, il sera porteur d'une bague et d'un émetteur. Alors là, ça doit être le 17e qu'on capture ici pour cette saison, en 3 jours. Donc là, les captures ont commencé très fort au départ. Là, ça va peut-être se calmer un petit peu parce qu'on a pris les oiseaux qui étaient les plus faciles à prendre. Et ça se relancera certainement d'ici une semaine ou deux quand la formation des couples va vraiment battre son plein. D'accord. Ce qui fait que là, cette année, vous aurez 3 échantillons. Perdreaux nés sur le terrain ou ayant passé une saison sur le terrain. Perdreaux de captivité éduqués. Perdreaux de captivité non éduqués. Exactement. On va avoir ces 3 types d'oiseaux et on va ensuite avoir aussi là au printemps des couples reproducteurs qu'on va lâcher et qu'on va suivre aussi équipés d'émetteurs pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque l'idée c'est aussi d'essayer de suivre toutes les pistes potentielles pour réussir à reconstituer nos populations. Donc on travaille à la fois avec des lâchers de jeunes en été et on va aussi avoir un volet de recherche sur des lâchers de couples au printemps. Au vu des résultats actuellement à notre position dans ce programme de recherche, au bout de 2 ans, et on compte sur la 3e année pour affiner ces résultats. Les méthodes d'avenir de reconstitution de population, donc de développement de l'espèce, c'est d'abord de partir sur de l'inné pur, c'est-à-dire on a actuellement des souches
de perdrix rouge quasiment pure. C'est le premier point. Le deuxième point, la reconstitution de population va passer par un judicieux complément entre les lâchers d'été, qui peuvent être destinés aussi au renforcement de population, à partir d'oiseaux éduqués, avec des tuteurs, éduqués à la peur des prédateurs, non imprégnés par l'homme, et le complément en lâcher de reproducteurs appariés, formés en élevage, destinés à la reproduction, et on va compléter encore cette année par une éducation aussi, éviter l'imprégnation par l'homme et une éducation à la peur des prédateurs. Ceci étant relié, génétique, pureté, renforcement, été, reconstitution, printemps, par nos recherches pointues sur les facteurs limitant la reproduction, et enfin, un programme à terme qui va aller jusqu'en 2017, savoir si on ne peut pas identifier certaines lignées qui ont perdu ce comportement de reproduction génétiquement, et donc essayer de les identifier, ce qu'on projette de faire jusqu'en 2017. Effectivement, si la perdrix rouge dont actuellement des facteurs qui ne lui sont pas favorables et dont elle pâtit, on peut constater qu'il y a une volonté humaine considérable de la part tant des instituts de recherche comme le nôtre, des éleveurs, des fédérations départementales de chasseurs et des gestionnaires, qui nous permettent donc d'augurer et de penser que nous allons sauver la perdrix rouge.